Je suis conseiller en investissement certifié par l'autorité des marchés financiers. J'ai investi plusieurs centaines de milliers d'euros à titre personnel et j'ai accompagné plusieurs centaines de particuliers à construire leur stratégie d'investissement. Pourtant, j'entends tous les jours des conseils catastrophiques qui sont partagés sur les réseaux sociaux et notamment le plus sérieux d'entre eux, TikTok. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble des TikTok sur l'investissement, les finances personnelles et la gestion de patrimoine sélectionnés par mon équipe et on verra ensemble les bons conseils, mais aussi et surtout ceux que vous devez absolument éviter. Joyeux anniversaire, tu viens d'avoir 25 ans, tu gagnes 2500 € par mois et tu as décidé d'investir 200 € tous les mois pour préparer ta retraite. Ce qui te fera plus d'1 million d'euros et 36 000 € de revenus par an à tes 65 ans. Alors voici les étapes à suivre. Déjà tranquillement, 25 ans, c'est-à-dire qu'on a 40 ans devant soi, 200 € d'investissement mensuel. Pour avoir plus d'1 million d'euros de patrimoine, ça va vraiment dépendre du taux d'intérêt auquel on va faire travailler cet argent. C'est pas impossible, hein, mais je pense qu'ici, et je vois un peu les chiffres juste en dessous, il compte faire travailler son argent à plus de 10% par an. C'est un rendement qui est atteignable, mais c'est quelque chose qui est très élevé en termes de performance et qu'il est difficile de maintenir sur 40 ans. Mais voyons ce qu'il a à nous dire. La première étape, c'est de comprendre la règle des 4% qui stipule que tu peux retirer 4% de ton compte retraite, que ce soit un PEA ou un CTO, de tes actifs investis chaque année pour couvrir tes dépenses. Par exemple, si tu as 500 000 € dans un compte retraite et que tu retires 4%, 4% de 500 000, ça fait bien 20 000 € de revenus que tu vas pouvoir utiliser pour couvrir tes dépenses sur l'année. Et avec cette stratégie, tu ne manqueras jamais d'argent parce que tes 500 000 € dans cet exemple seront investis en bourse sur le S&P 500 qui a un rendement annuel moyen de 10% par an, auquel on va soustraire les 4% dont tu vas te servir pour vivre, et donc tu auras 530 000 € à la fin de la première année. Alors là, attention, oui, faire travailler son capital à 10%, je le disais juste avant, pendant une phase de capitalisation, quand on est jeune, quand on a un horizon d'investissement très long terme et qu'on a un profil dynamique, on peut aller chercher ce type de performance. Par contre, très clairement, quand on sera à la retraite, on va pas mettre tout son capital sur un ETF S&P 500 qui peut aller chercher 10% de performance. Quand on est à la retraite, on va aller chercher une stratégie beaucoup plus équilibrée, plus défensive même, qui va chercher peut-être autour des 5% de performance. Donc alors là, attention, hein, on peut pas se compter faire une stratégie à 10% de rendement quand on sera au moment de la retraite. Un petit mot par rapport à la règle des 4%. Déjà, il faut savoir que c'est une règle qui a été développée il y a des dizaines d'années et il y a beaucoup d'études économiques qui ont été menées et mathématiques pour un petit peu remettre en question la validité de cette théorie, de cette règle. La règle, elle est simple. Elle part du principe qu'on va pouvoir investir son capital à 7% de performance, qu'on va derrière déduire l'inflation de environ 3% et que, effectivement, si on peut retirer 4%, 7 moins 3%, 7% de performance moins 3% d'inflation moins 4% qu'on retire, bah, on est à 0%. Notre capital devrait rester relativement stable. Toutes les études ont montré que, en réalité, il faudrait plutôt viser 3% de retrait pour être certain de ne pas tomber, de ne pas finir à sec avant finalement de passer l'arme à gauche, ou en tout cas pour assurer la pérennité de son capital. Donc mécaniquement, il faudrait plus de capital initial. Hein. Si on retire que 3% au lieu de retirer 4%, il faut que le capital duquel on retire il soit plus important pour conserver le même pouvoir d'achat. Donc il y a plein de petites subtilités à comprendre sur la règle des 4% qui font qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'elle en a l'air. Donc à partir de la deuxième année, tu as 530 000 €, qui est le montant que tu avais à la fin de la première année, auquel on va ajouter les 10% de rendement du marché et retirer les 4% dont tu as besoin pour vivre, ce qui fait 559 000 € à la fin de la deuxième année, et les 4% sont calculés sur un montant plus élevé que l'année précédente, donc tu as plus de 23 000 € de revenus cette fois-ci. Ici, la philosophie, elle est bonne, hein. Je veux dire, l'idée de investir son capital, d'en retirer une petite partie chaque année, idéalement de faire travailler son capital à un rendement plus important que le pourcentage qu'on retire, là-dessus, c'est parfaitement valide. Il y a plein d'optimisations qui ont été définies par rapport à ça, notamment la stratégie des retraits dynamiques qui a été définie, je crois que c'était JP Morgan qui a fait une étude là-dessus, qui permettait de retirer non pas 4% de manière fixe, mais plus ou moins selon les performances de l'année boursière en cours ou passée. Donc voilà, il y a plein d'optimisations à faire autour de ça, mais en tout cas la philosophie, elle est bonne. Rebelote sur l'année 3 où les 4% représentent maintenant 24 000 €. La deuxième étape, c'est d'appliquer la règle des 4% vue juste au-dessus dans son budget annuel. Donc par exemple, si tu as besoin de 3 000 € par mois pour vivre à ta retraite, ce qui fait 36 000 € par an, tu divises 36 000 € par 4%, donc divisé par 0,04, ce qui donne 900 000 €. Donc ça, c'est ton capital que tu devras avoir à ta retraite. C'est ton objectif de retraite. Donc 900 000 €, si on extrait 4% chaque année, ça fait bien 36 000 €
par an. La question devient maintenant, mois. comment obtenir 900 000 euros avant sa retraite? Eh bien, c'est l'étape numéro 3. Par exemple, si tu as un revenu de 2500 euros par mois à tes 25 ans et que tu souhaites investir un peu moins de 10% de ton revenu mensuel, soit 200 euros, tu vas placer ces 200 euros tous les mois sur un ETF classique du S&P 500 qui a un rendement annuel moyen de 10% par an depuis 1926 et ça te donnera plus d'1 100 000 euros avant impôt dans 40 ans. Ok, là-dessus, la philosophie, elle est bonne. Alors attention, très clairement, investir simplement sur un ETF S&P 500, ça n'est pas une stratégie d'investissement. C'est extrêmement concentré sur les États-Unis. Ça veut pas dire que le S&P 500 est un mauvais indice. Un ETF S&P 500, c'est un très bon produit quand on a un horizon d'investissement long terme, très long terme, mais ça ne peut pas représenter la majorité de sa stratégie. Et surtout, derrière, 10% de performance, oui, c'est historique, mais les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et donc, on ne peut pas se dire qu'un ETF S&P 500 va faire 10% de performance sur les 30 ou 40 prochaines années. Et surtout, il va y avoir des hausses, mais il va y avoir aussi beaucoup de baisses entre-temps. Donc, c'est important d'investir son patrimoine, d'investir une petite partie de ses revenus. Là-dessus, c'est très bien, mais il faut diversifier sa stratégie vers les actions, mais également vers d'autres classes d'actifs comme les obligations, des SCPI, de l'immobilier, du private equity, des crypto-monnaies, du crowdfunding. Bref, il faut construire une stratégie holistique et pas uniquement basée sur les marchés financiers. Parce que demain, si on subit une crise sur les marchés financiers, c'est la totalité du patrimoine qui s'en verrait très fortement impacté. Pour investir sur un ETF du S&P 500, tu peux utiliser la plateforme QuantFury, c'est celle que j'utilise personnellement parce qu'il n'y a aucun frais, mais tu peux utiliser la plateforme que tu souhaites. Ce capital d'1 million d'euros avant impôt est obtenu grâce aux intérêts composés cumulés sur 40 ans. Là-dessus, très clair, on est d'accord. Par contre, le principe des intérêts composés, la 8e merveille du monde, là-dessus c'est très bien. Donc je pense que la théorie et la philosophie de la vidéo, elle est bonne. Principe de développer, d'investir sur du long terme, de retirer une petite partie de son patrimoine, d'investir à un rendement plus important que le pourcentage qu'on retire. Là-dessus, c'est très bien. Des petites rectifications sur la règle des 4% et sur le fait d'avoir uniquement un ETF S&P 500 qui est censé faire 10% de performance. Mais sinon, je pense que ça reste de bons conseils. Passons à la vidéo suivante. Tu vas probablement perdre 21 580 € sans même t'en rendre compte. Imaginons Paul, 28 ans, qui épargne depuis ses 18 ans et aimerait à présent commencer à placer son argent autre part que sur les simples livrets pour dynamiser son épargne. Son conseiller bancaire de son agence lui propose alors, comme dans la très grande majorité des cas, d'ouvrir une assurance vie. Le conseiller parle alors à Paul d'un rendement annuel moyen de 6% par an qu'il est possible de viser avec cette assurance vie. Paul met alors en place un placement de 200 € par mois automatiquement qu'il maintiendra pendant 20 ans jusqu'à ses 48 ans. Bon, déjà, un banquier qui propose une assurance vie, là-dessus, rien de nouveau, rien de particulier. L'assurance vie, ça n'est qu'une enveloppe. Encore une fois, l'important, ça n'est pas tant l'enveloppe, mais c'est plus ce que vous allez mettre dedans. Pour aller chercher un rendement brut de 6% par an, c'est plutôt dynamique, hein. Ça sera investi en grande majorité, je pense, sur des actions, peut-être une allocation avec du fonds euro également. Ça, je pense que c'est la grosse erreur que font beaucoup de banquiers, malheureusement, et le manque d'éducation financière fait que les particuliers n'arrivent pas à évaluer la qualité de cette préconisation. Mais quand je vois des banquiers qui recommandent à des investisseurs jeunes, hein, de 25, 30, 35 ans, d'avoir une grosse partie de leur patrimoine, de leur investissement dans du fonds euro à 30, 40, 50%, voire même plus parfois, c'est une absurdité complète. Quand on a un horizon d'investissement long terme, on veut se positionner sur des actifs dynamiques et qui vont générer du rendement. Le fonds euro, c'est un placement pour sécuriser du capital, c'est pas du tout fait pour dynamiser son argent. Donc ici, si votre banquier vous propose d'avoir un contrat d'assurance vie avec une part importante de fonds euro, alors que votre objectif c'est simplement d'investir pour votre retraite et sur du très long terme, là-dessus, demandez un arbitrage ou tout simplement changer de banquier. Pour commencer, en moyenne, les Français paient 215 € par an de frais bancaires, entre les frais de tenue de compte, cartes, prélèvements, etc. Des frais qui paraissent souvent invisibles, mais qui sont bien réels. Sur 20 ans, cela fait donc 2580 € de frais. Mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg énorme des frais. Paul investit 200 € par mois avec 6% de rendement brut. Sans aucun frais, au bout de 20 ans, cet investissement donnerait donc 91 000 €. Maintenant, en moyenne, les fonds de gestion qui vont gérer les fonds placés sur ce type de contrat vont se rémunérer à hauteur de 1,7% par an de frais. La banque va aussi prélever 0,3% par an supplémentaire et nous arrivons alors à environ 2% de frais par an. Si on reprend donc nos 200 € par mois
mois avec 6% de rendement, mais que cette fois on inclut les 2% de frais par an, au bout de 20 ans, on arrive alors à 72 000 €. C'est 19 000 € de moins que dans la situation numéro 1. Et encore, hein, je pense que ici il est gentil sur les 19 000 € de moins, parce qu'on est sur un horizon de 20 ans, mais en réalité vous avez peut-être un horizon de 25, 30, voire plus, et c'est dans ces situations-là, plus l'horizon d'investissement est important, plus l'impact des frais est exponentiel. Ces frais de gestion de 1,1%, ils sont même, je pense, un petit peu légers par rapport à ce que j'observe habituellement chez ceux que j'accompagne dans le programme du Grand Bain ou en gestion de patrimoine. Les frais de gestion des produits de gestion active, des contrats d'assurance vie et des produits préconisés par les banquiers sont plus autour des 2 à 2,5%. Donc ici, si on rajoute les frais de la banque à 0,3, on est plutôt à 2,5 voire 3%. C'est sans compter les frais sur versement de beaucoup de contrats d'assurance vie qui peuvent être de 2, 3, voire même 4% pour les plus malhonnêtes. Donc là-dessus, je pense qu'il voit, on va dire presque un peu à la baisse ou de manière un peu légère les frais réels ou la réalité de l'impact de passer par un banquier. Ici, les frais vous ont coûté concrètement 19 000 € rien que sur les frais de gestion. Au total, en ajoutant les frais bancaires, on arrive alors à 21 580 € de frais sur toute la durée. Mais payer des frais pour gérer un placement performant, c'est normal après tout. Sauf que dans cette situation, comme dans 95% des cas, c'est juste un placement des plus lambda qui est tout sauf performant et qui coûte en plus des dizaines de milliers d'euros de frais. Et c'est ça le vrai problème, c'est-à-dire que payer 3% de frais pour avoir une surperformance de 5%, j'aurais pas de problème. Mais toutes les études le montrent, hein, c'est la fameuse étude Spiva qui compare la performance des gestionnaires actifs par rapport à la gestion passive avec de simples ETF, et on voit que plus de 85-90% des gestionnaires actifs ne battent pas la moyenne du marché, ne battent pas leur indice de référence. En clair, quand vous passez par des fonds actifs, les fonds qui sont proposés par les banquiers, vous payez des frais supplémentaires pour in fine obtenir une performance moindre que la performance moyenne du marché. C'est double peine pour vous. Le premier investissement que l'on peut faire en 2025, c'est traquer les frais à tout prix. Et très clairement, on est d'accord, hein, traquer les frais, c'est l'ennemi numéro 1 de l'investisseur. Donc regardez, il faut bien comprendre les structures de frais de ce que vous payez. Quand vous avez un contrat d'assurance vie, il y a 3 types de frais. Il y a les frais du contrat, et il y a les frais liés au produit, et il y a les frais liés à la gestion pilotée. Si vous avez de la gestion pilotée, vous allez payer environ 1,5% de frais de gestion pilotée en plus. Il y a les frais liés au contrat. Les frais liés au contrat, ça peut être les frais de gestion et les frais sur versement. Pareil, là, des frais sur versement, aujourd'hui, il y a des très bons contrats d'assurance vie comme Spirit 2, Lucia Cardiff, Avenir 2, qui n'ont pas de frais sur versement. Donc là-dessus, aujourd'hui, ça devrait être un standard dans l'industrie, ça ne l'est pas encore. Et il y a les frais de gestion du contrat, qui, eux, sont liés à... qui viennent rémunérer le courtier et l'assureur, et qui peuvent être en moyenne autour des 1%. Les meilleurs contrats vont proposer 0,5, 0,6. Bon, donc c'est pas ici où ça se joue vraiment. Par contre, c'est dans la dernière catégorie de frais où là, ça se joue. C'est sur les produits, les frais liés aux produits. Et là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Les ETF, en moyenne, ils ont des frais de gestion de l'ordre de 0,3% par an, alors que les produits de gestion active ont des frais de l'ordre de 2 à 2,5%. C'est-à-dire que, indépendamment de tout ce qui se passe dans le marché, de base, quand vous passez par des produits de gestion active, vous avez 2% de performance en moins. Et donc si on cumule la gestion pilotée, les frais sur versement, les frais de gestion du contrat, les frais liés au produit, on arrive très rapidement à payer 4, 5, 6% de frais. Donc c'est pourquoi il y a tellement de Français, des millions de Français qui se retrouvent aujourd'hui avec des contrats d'assurance vie qui traînent depuis des années, pour ne pas dire des décennies, sans aucune performance. Oui, les marchés financiers sont performants, ils font plus de 7, 8% de performance depuis des décennies maintenant. Mais les Français, on a l'impression que ça n'est absolument pas performant. C'est dû aux frais qu'ils payent sur leur contrat. Forcément, si on a 7% de performance mais 6% de frais, bah on a un seul % de performance nette. Donc c'est pour ça que le capital des Français ne grandit pas du tout aussi vite qu'il le devrait s'ils investissaient intelligemment de manière autonome et en gestion libre. Voici les 4 seuls ETF dont tu auras besoin à vie dans ton portefeuille. Le premier, c'est un ETF qui réplique le SP500, c'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises américaines. N'essaie pas de cibler certaines actions, de trouver les meilleurs investissements. Un bon SP500, c'est ce qui va te rapporter le plus d'argent. Deuxième chose, un physical gold, c'est-à-dire un ETF qui va répliquer le cours de l'or et surtout investir dans l'or. Faut bien faire attention qu'ils investissent réellement et possèdent réellement de l'or. Ça va te permettre d'ajouter de la stabilité dans ton portefeuille et d'investir dans l'or. Alors attention, alors pourquoi pas un premier ETF sur le S&P 500? Très bien, on en a parlé plus tôt. Je pense que ça restera un incontournable, en tout cas pour les prochaines années et décennies à venir. Par contre,
un ETF Gold, je suis pas fan du tout. Pourquoi? Déjà, il faut faire très attention à deux choses. La première chose, c'est que les ETF Gold, en général, ne suivent pas le cours de l'or. Il y a beaucoup d'ETF or qui suivent en réalité, qui sont donc comme des ETF habituels, des paniers d'actions d'entreprises qui travaillent dans l'extraction de l'or, la revente de l'or, le minage, mais ce ne sont pas des ETF qui traquent directement le cours de l'or. Donc là, il faut faire très attention. Soit on s'expose au secteur de l'or, aux entreprises qui travaillent dans ce secteur, soit on veut s'exposer à l'or et à son cours. Donc c'est deux choses très différentes. Et la deuxième chose, c'est que moi, je ne suis pas un fan d'or. C'est pas un actif qui génère du rendement par rapport à des obligations ou des actions, par exemple, ou même de l'immobilier. C'est une valeur refuge. Et dans tous les cas, si on veut s'exposer à l'or pour des raisons de sécurité, profil défensif, ou même parce qu'on voudrait peut-être s'extraire du système bancaire, je recommanderais en priorité d'aller vers de l'or physique, et notamment de l'or sous forme de pièces, éventuellement des lingots, des lingotins, mais de l'or physique, pour pouvoir le garder chez soi, parce que si vous avez de l'or chez un courtier qui se fait pirater ou qu'on a une crise financière, derrière votre or, vous allez avoir du mal à en profiter. Pareil, si vous avez de l'or en physique, mais que vous l'avez déposé à la banque et qu'il y a une crise bancaire, votre argent pourrait être bloqué, enfin votre or pourrait être bloqué à la banque. Donc, ce que je recommanderais, c'est d'avoir de l'or en physique. On peut le garder chez soi dans des coffres-forts ou bien dans des organismes spécialisés qui ont des coffres-forts et qui conservent l'or, mais pas dans une banque. J'ai fait un épisode de podcast avec Jean-François Faure de aucoffre.com qui en parle très très bien. Je vous mets le lien juste là pour aller regarder ça juste après. La troisième chose, c'est un ETF All World excluding USA, où ça peut être aussi cibler certaines régions, comme par exemple le Canada, l'Europe, l'Asie-Pacifique, etc. Ça va te permettre de diversifier tes investissements et de détenir une petite part de ces pays qui vont continuer à se développer et donc avoir une part du gâteau si jamais les États-Unis venaient à performer un petit peu moins et que certaines autres régions un petit peu plus. Alors oui, pourquoi pas investir ailleurs qu'aux États-Unis, oui, c'est évident, je pense. Un ETF All World excluding USA, je pense que c'est pas très intéressant. Déjà parce qu'il n'y a probablement pas d'ETF comme celui-ci éligible au PEA. Or le PEA, c'est l'enveloppe fiscale à privilégier quand on veut investir en bourse. Et ensuite, pourquoi ne pas tout simplement acheter les ETF spécifiques aux régions qui nous intéressent? Il y a des ETF Europe, il y a des ETF Chine, des ETF Canada, des ETF Australie, peu importe. Plutôt que d'acheter un ETF excluding all world, je pense que ça va être un peu un melting pot, un mélange de tout. Voilà, moi j'irais plutôt sur une sélection d'ETF géographiques bien diversifiés avec un ETF S&P 500, un ETF Stoxx 600 pour l'Europe, un ETF marchés émergents. Voilà, je ferais plus ma petite sélection. Enfin, numéro 4, des ETF composés de REITs qui vont te permettre d'investir dans l'immobilier. C'est intéressant parce qu'en fait, les REITs, ils doivent reverser 90% de leurs profits à ses actionnaires sous forme de dividendes, ce qui te permet d'avoir un excellent rendement. Bien sûr, t'es pas obligé de prendre les 4, tu peux en prendre que certains et adapter aussi en fonction de ton budget. Alors, les REITs, je suis vraiment pas fan. J'en ai déjà parlé dans une précédente analyse de patrimoine, mais les REITs, pour rappel, sont des sociétés d'investissement cotées en bourse qui investissent dans l'immobilier, et donc leur parc immobilier génère des loyers, et ces loyers sont reversés en partie aux actionnaires. Donc si vous achetez des actions de ces sociétés, vous percevez chaque mois, chaque trimestre des loyers. Ça vous permet donc d'avoir une rente, effectivement. Le problème, c'est que tout l'intérêt d'investir dans l'immobilier, c'est ce côté diversification. C'est si jamais demain on a une crise financière, on a quand même de l'immobilier et on est censé être un peu protégé. Quand on investit dans des REITs, les entreprises des REITs sont plutôt la performance de ces entreprises est fortement corrélée à celle des marchés financiers. Si demain on a une crise financière, ces sociétés-là, elles seront aussi très fortement impactées. Donc on perd cet élément de diversification qu'on a quand on investit en direct dans l'immobilier, que ce soit en direct ou même à travers des SCPI. Et donc finalement un ETF de REITs, c'est un melting pot de toutes ces sociétés-là. Ok, le côté ETF permet de réduire un petit peu le risque grâce à la diversification, mais je pense que si on veut investir de manière diversifiée dans l'immobilier, on a beaucoup plus intérêt à s'exposer à un portefeuille de SCPI par exemple. Donc je pense qu'il y avait des bons éléments, mais il y a aussi des petites retouches à voir sur cette vidéo. On passe à la suivante. Il y a un pays qui est extrêmement intéressant pour la construction de son patrimoine, c'est le Luxembourg. Ces contrats fonctionnent globalement comme des contrats français, avec 3 points d'intérêt majeurs. Premièrement, on peut y loger tous les investissements que l'on souhaite. Des crypto-monnaies, des fonds de private equity, de l'immobilier direct, des actions cotées ou non cotées, et même des actions de sa propre société. Donc on est infiniment plus libre que sur un contrat français. Deuxièmement, le contrat est portable à l'international. Vous allez demain en Italie, pour votre retraite ou pour le travail, avec un contrat français, vous allez payer l'impôt français, puis l'impôt italien, avant d'avoir un remboursement partiel de l'impôt français. Votre
contrat est au Luxembourg et vous allez en Italie, vous ne payerez que l'impôt italien. Dernièrement, il y a le triangle de sécurité luxembourgeois qui est un ensemble de dispositifs de sûreté mis en place par le gouvernement luxembourgeois d'une part et le commissariat aux assurances qui permettent de sécuriser les dépôts des investisseurs au Luxembourg. En France, cette garantie est limitée par personne et par contrat. Au Luxembourg, elle est infinie et est directement assurée par l'État luxembourgeois. C'est pour ces trois raisons que, à partir de 250 000 euros d'investissement, investir au Luxembourg est incontournable, particulièrement dans la construction d'un patrimoine international. Complètement d'accord, complètement aligné. C'est vrai que les contrats luxembourgeois sont les plus intéressants aujourd'hui quand on a un patrimoine important, notamment des liquidités à placer de plusieurs centaines de milliers d'euros. Généralement, les contrats luxembourgeois sont accessibles à partir de 200-250 000 euros. Et effectivement, c'est majoritairement pour la dimension garantie du capital que c'est intéressant pour les particuliers qui... alors, on peut contourner un petit peu cette règle en France à partir du moment où les 100 000 euros, c'est 100 000 euros en France qui sont garantis. Enfin, c'est 70 000 euros sur les contrats d'assurance vie. Si on a plus que 70 000 euros, alors on peut tout simplement ouvrir plusieurs contrats chez différents assureurs. Alors attention de bien vérifier, hein, c'est pas chez différents courtiers, c'est chez différents assureurs. Donc si vous avez deux contrats différents chez deux assureurs différents, chaque contrat est assuré ou est garanti à hauteur de 70 000 euros. Donc si vous démultipliez les contrats chez différents assureurs, bah, ça va vous permettre de bénéficier plusieurs fois de cette garantie. Bon, il y a beaucoup de personnes qui remettent en question la trésorerie disponible en cas de crise financière si les particuliers venaient avoir besoin de profiter de cette garantie, mais je suis pas de la team de l'équipe catastrophiste et donc je considère que voilà, on peut tout de même sécuriser son capital grâce au fonds de garantie des dépôts en France. Mais pour celles et ceux qui voudraient avoir encore plus de sécurité, les contrats luxembourgeois sont tout à fait une bonne option. Si je devais recommencer mes investissements depuis le début, voici ce que je ferais. La première chose, c'est que je constituerais mon épargne de précaution que je mettrais dans deux devises différentes, à la fois dans la devise que j'utilise couramment, par exemple l'euro, le franc suisse, et dans une autre monnaie. Ça peut être le US dollar, le dirham, etc. L'objectif est de protéger notre argent à la fois du taux de change et à la fois de la faillite des banques. Ensuite, je m'éduquerai financièrement afin de comprendre dans quoi j'investis et surtout afin de pouvoir faire mes investissements moi-même. Parce que personnellement, j'ai envie de tirer un maximum de profit de mes investissements plutôt que de donner une partie à une banque. Ici, on parle d'investissement de long terme et non pas de trading. C'est beaucoup plus simple que tu ne le penses et il suffit juste de se former. Numéro 3, si je suis en France, j'ouvrirai un compte avec un avantage fiscal et si je suis en Belgique ou en Suisse, j'ouvrirai juste un compte titre parce qu'il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Ensuite, je constituerai mon portefeuille. Si j'ai un budget qui est en dessous de 400 euros, je mets à peu près 3 ETF dessus. Si on est aux alentours de 800, j'en mets à peu près 4 et si je suis aux alentours de 1000, j'en mettrai à peu près 5 voire 6 maximum. L'objectif est d'avoir une diversification sur différentes régions du monde, différents secteurs et j'ajouterai aussi de l'or pour avoir un petit peu plus de stabilité. Bien sûr, si tu as une aversion au risque qui est un peu plus élevée que la mienne, bah faudra mettre des obligations. Ensuite, je m'engage à prendre minimum 10% de mes revenus mensuels et à les investir dans ce portefeuille que je me suis constitué. Et après ça, une fois que je suis plus à l'aise avec les investissements, soit j'ajoute un petit peu de risque dans mon portefeuille avec par exemple des small caps, des ETF leverage, etc. Soit je peux même me lancer sur des actions à l'unité, mais pour ça, ça demande un petit peu plus de temps. Là-dessus, je pense que c'est plutôt des bons conseils à partir du moment où elle parle de diversification, elle parle d'investir une petite part de ses revenus chaque mois, de se former, de s'éduquer financièrement. Là-dessus, c'est très clairement la première étape. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vont se jeter dans le grand bain de l'investissement, mais sans savoir ce qu'ils font, sans avoir défini leur stratégie en amont. Et donc, derrière, comment est-ce qu'on peut être confiant, être serein si on a commencé à investir après avoir regardé une ou deux vidéos YouTube ou après avoir écouté quelques podcasts ou lu quelques articles. L'éducation financière, elle se fait sur un temps moyen long. Certains ont besoin de valider leur stratégie avec des professionnels. C'est ce que d'ailleurs on fait dans mon programme d'accompagnement, hein, où à partir du moment où les membres suivent les modules vidéo, font un suivi avec les responsables du service client et une fois qu'ils ont réfléchi à leur stratégie d'investissement, ils ont un coaching personnalisé avec moi. On se pose pour valider ensemble leur stratégie, répondre à leurs dernières questions et leur permettre de se lancer en toute sérénité et toute confiance. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui se disent c'est compliqué, même si j'ai la théorie, j'ose pas me lancer. Bah, derrière, c'est probablement que vous avez simplement besoin de la validation d'un professionnel indépendant et objectif. Donc si ça vous intéresse, pensez à réserver un appel avec le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu peux transmettre 1 137 460 € à tes enfants sans payer un seul euro d'impôt. En effet, la France est connue pour avoir des droits de succession élevés, mais il existe des solutions intéressantes. Il existe tout d'abord la donation classique de 100 000 € tous les 15 ans. Le montant est calculé par parent et par enfant. Il peut s'agir de cash, d'un bien en pleine propriété ou en nue propriété. Si cette donation n'a pas été faite dans les 15 ans avant le décès, l'abattement est donc de 100 000 € sur la succession. Il y a ensuite la donation Sarkozy, don de somme d'argent. Le montant est de 31 865 €. Ici, renouvelable tous les 15 ans également et il ne peut s'agir que de sommes
d'argent. Et enfin, il y a l'assurance vie, plus particulièrement les versements avant 70 ans qui bénéficient d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Avec l'ensemble de ces abattements ou donations, le montant transmis peut être colossal sans impôt. Si tu as des biens locatifs ou une résidence secondaire, tu peux également penser au démembrement de propriété. Super clair et très très bien, ce sont de très bons éléments, que ce soit la donation Sarkozy, les 31 865 €, et ça c'est valable des parents aux enfants, mais c'est également valable des grands-parents aux petits-enfants. Donc si jamais il y a des grands-parents qui veulent faire des cadeaux pour Noël, pour les anniversaires, sachez que ces dons d'argent sont complètement exonérés d'impôts ou de fiscalité. Pareil pour le contrat d'assurance vie qui est très bien pour la transmission, mais bon, encore faut-il avoir un capital à transmettre. Et pour la partie, pour les 100 000 €, pareil, c'est renouvelable tous les 15 ans. Donc concrètement, hein, 2 parents, si jamais ils ont 2 enfants, chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € à chaque enfant, et c'est renouvelable tous les 15 ans. Donc là-dessus, on peut vraiment en profiter. Et par rapport au démembrement de propriété, là-dessus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la valeur, la répartition de la pleine propriété entre la nue propriété et l'usufruit, elle dépend de l'âge du donateur, donc c'est-à-dire de celui qui donne. Plus le démembrement est fait tôt, plus ça va être intéressant de faire la donation. Plus la donation est faite tard, moins c'est intéressant fiscalement. Mais donc, si jamais vous avez des parents qui commencent à s'y intéresser, si vous-même vous êtes parent ou si vous avez des parents que ça pourrait concerner, parlez-en et renseignez-vous sur ce sujet du démembrement de propriété. Ça peut vous faire économiser un sacré pactole. Mon banquier ne voudrait certainement pas que tu connaisses cette tier list. L'assurance vie, pour moi, c'est bien, et c'est pas le meilleur investissement quand on est jeune. Le compte titre, top. C'est l'un des meilleurs comptes à ouvrir pour investir sur les marchés financiers. Le PEA, donc le plan d'épargne action, c'est top investissement, évidemment. Les crypto-monnaies, pour moi, c'est très bien pour se diversifier, pour avoir un peu plus de volatilité. L'immobilier, top. C'est ce qui permet de créer de la dette. C'est ce qui va vous permettre de vous enrichir assez rapidement et surtout de profiter de l'effet de levier. Le livret A, pour investir, c'est pas très bon, mais c'est utile car ça permet quand même d'avoir de la liquidité assez rapidement et en plus, c'est 3% net d'impôts. Les montres, clairement faut s'y connaître, donc moi je mettrais ça peut être utile. Plan d'épargne retraite, pour moi, claqué au sol, car si vous attendez d'investir sur un plan d'épargne retraite pour avoir votre retraite, c'est que vous avez rien compris aux investissements. L'or, pour moi, c'est peut être utile, mais c'est pas le meilleur investissement, c'est juste quelque chose qui va vous permettre de couvrir l'inflation. Alors là-dessus, plusieurs choses à dire. Le compte titre ordinaire, oui, c'est très bien. Le PEA, oui, c'est très bien. L'assurance vie, ça peut être très bien aussi. Mais comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, ce qui importe, ça n'est pas l'enveloppe, c'est ce qu'on met dedans. On peut avoir un compte titre ordinaire, si on met des très mauvais produits dedans, et ça sera beaucoup moins intéressant qu'une assurance vie dans laquelle on aura mis des ETF et des SCPI. Donc il n'y a pas de règle générale sur l'assurance vie ou le PEA est mieux l'un que l'autre. Ça dépend de la situation de chacun et ça dépend surtout de ce qu'on met dedans. Par rapport à l'immobilier, pareil, c'est très intéressant, c'est très bien, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés actions et l'immobilier sont des éléments complémentaires. On va faire les deux en parallèle pour exploiter des leviers différents. Pour les marchés financiers, PEA, compte titre, assurance vie, on va utiliser le levier de l'épargne, alors que pour l'immobilier, on va utiliser le levier de l'emprunt. Donc là-dessus, ils sont très bien, mais il n'y a pas de hiérarchie particulière. Puis après, pour les livrets sécurisés, c'est OK. Là-dessus, là, il n'est plus à 3% le taux, mais la philosophie, c'est que c'est pas fait pour investir. Là-dessus, il a raison. C'est uniquement pour placer de l'épargne à court terme, de l'épargne sécurisée, par exemple son épargne de précaution. Donc vraiment, attention, il n'y a pas de tier list des contrats. Ce qui est important, c'est ce qu'on va mettre dedans. Si j'avais 100 € par mois pour investir, voici ce que je ferais de mon argent. Avec ce budget, j'ai 3 possibilités. Premièrement, je choisirais les ETF pour investir en bourse. L'idée ici, c'est de miser sur des centaines d'entreprises à travers le monde. Donc tu n'as pas à parier sur la performance d'une seule société. Par exemple, avec un ETF MSCI World, tu peux investir sur plus de 1400 entreprises à travers le monde en un seul clic. Deuxième point, c'est le crowdfunding immobilier. Si tu as envie de toucher à l'immobilier mais sans gérer des locataires et des travaux, le crowdfunding immobilier peut être une excellente option. Ici, tu finances une petite partie d'un projet immobilier et en échange de cela, tu recevras mensuellement ou annuellement des intérêts, si tout se passe bien avec le projet. Et troisièmement, ce sont les crypto-monnaies. Alors là, on rentre dans la zone montagne russe. Un univers qui a rapporté beaucoup aux investisseurs, mais également l'univers qui a créé les plus grosses pertes aux investisseurs. Alors, attention ici, alors c'est très bien, bien sûr j'investirai également en bourse, un ETF MSCI World c'est très bien pour commencer, on va d'ailleurs le privilégier sur le PEA idéalement,
pour profiter de la fiscalité avantageuse. Par contre, le crowdfunding immobilier, alors pourquoi pas, mais c'est la justification qui me dérange. Parce que si l'objectif de l'investisseur, c'est d'investir dans l'immobilier, de générer des revenus complémentaires de manière passive, sans avoir à gérer des locataires, j'irai en priorité vers des SCPI, bien plus que du crowdfunding, où en fait on a un niveau de risque qui est bien plus important. Certes, le crowdfunding immobilier, il va aller chercher des rendements de 8, 9, 10%, voire plus pour certains projets. Mais le niveau de risque associé, il est également beaucoup plus important. Donc si l'objectif c'est d'être juste passif et d'aller chercher peut-être 5, 6% de performance, mais toujours en étant 100% passif, bah, les SCPI me semblent être une option bien plus pertinente et bien moins risquée. Et enfin pour les cryptos, bah, pourquoi pas, très clairement, mais ça reste des éléments de diversification, donc ça doit être maximum 5 à 10% de son patrimoine, grand maximum. Si on devait classer là les 3 actifs qu'il a proposés, bah, dans un portefeuille, pour un profil dynamique, encore une fois, j'aurais peut-être 60% de marché financier, d'actions, j'aurais peut-être 30% d'immobilier avec des SCPI et j'aurais peut-être 10% de crypto-monnaie. Ça, c'est un patrimoine, ou en tout cas une répartition qui est pertinente pour un profil dynamique. Il ne faut pas attendre le moment du décès pour transmettre, il vaut mieux anticiper par de la donation. Et pour ça, on a un outil qui est très bien, qui est le démembrement de propriété. Oui. Donc par exemple, vous pouvez donner la nue propriété de votre résidence principale à vos enfants. Vous continuerez à jouir de l'usufruit, donc vous pouvez continuer à vivre dans cette résidence, oui. Et ça permet vraiment d'optimiser la transmission. Alors petite parenthèse ici, pourquoi est-ce que ça permet d'optimiser la transmission? C'est ce dont on parlait un petit peu plus tôt. Quand vous faites un démembrement de propriété, on va séparer la valeur de la nue propriété et de l'usufruit, et plus le donateur est jeune, plus la valeur donnée au donataire, hein, celui qui reçoit, est importante. Et donc derrière, ça va permettre de minimiser les frais de succession, parce que derrière, la nue propriété, quand le donateur va décéder, va revenir automatiquement aux mains du donataire, celui qui avait récupéré l'usufruit, et aucun droit de succession ne sera à payer. Donc derrière, voilà, c'est plus on le fait tôt, plus c'est intéressant. Ensuite, pour un capital financier, si vous voulez transmettre un capital financier, l'outil par excellence sera l'assurance vie, puisqu'il va permettre de transmettre jusqu'à 152 500 € en franchise d'impôt sous certaines conditions. Tout à fait, c'est un très bon placement. Enfin, l'assurance vie permet de profiter d'un abattement de 152 500 € et c'est par en plus bénéficiaire. Donc un même parent peut avoir sur un même contrat pour 2 enfants, chaque enfant bénéficiera de cet abattement. Par contre, il n'y a pas que l'assurance vie, hein. Si on veut transmettre de l'argent à ses enfants sans payer d'impôts, déjà il y a, on en parlait plus tôt, l'abattement de 100 000 € qu'on peut donner. Il y a la donation Sarkozy, 31 865 € en plus. Et dernière stratégie, ça serait de transmettre les titres d'un compte titre ordinaire du parent vers les enfants. Ça permet de purger les plus-values. Donc on va supprimer les plus-values de notre compte titre lorsqu'on fait la donation des titres. Et donc derrière, l'enfant, s'il revend ses titres, il n'a aucun impôt à payer vu que les plus-values auront été purgées. Donc il y a des stratégies d'optimisation au niveau de la transmission. En clair, ça va être le démembrement, ça va être l'assurance vie et ça va être les donations de titres venant d'un compte titre. C'était tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a vu pas mal de choses, des bons conseils, des moins bons conseils. Donc si jamais votre objectif c'est de continuer à vous éduquer financièrement, je vous recommande d'accéder à ma formation offerte en description. C'était Charles Elias, conseiller en investissement financier, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.